Mon frère a regardé ma fille et a reniflé. Il avait dû faire un bond dans le temps. Ma fille de 7 ans a baissé les yeux. J'ai dit, alors je vais sortir l'argent des cours particuliers pour ton fils. De toute façon, il a des difficultés scolaires. Le visage de mon frère s'est décomposé. Ma mère a dit, ne gâchons pas le dîner. Mais nous étions à mi-chemin du repas quand mon frère a enfourné un morceau de steak, a regardé ma fille de l'autre côté de la table et a reniflé. Il avait dû faire un bond dans le temps. Il l'a dit comme s'il plaisantait. Ma fille, 7 ans, a baissé les yeux sur le dessin qu'elle faisait du bout des doigts. Je lui avais acheté ses crayons à la dernière minute dans une station-service, sachant que le dîner allait être long et que personne ne l'accueillerait chaleureusement. Elle n'a pas dit un mot, mais son visage a changé, et cela a suffi. Je n'ai même pas daigné les regarder. Je venais de couper un autre morceau de poulet et j'ai dit d'un ton sec. Alors je vais retirer l'argent des cours particuliers pour votre fils. De toute façon, il a des difficultés scolaires sans le faire exprès. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Marc s'est figé. Sa femme a toussé dans sa serviette et a jeté un coup d'œil à ma mère, qui a enfin levé les yeux comme si quelqu'un avait changé de chaîne. « Ne gâchons pas le dîner », a dit ma mère, comme si ce n'était pas déjà fait depuis des années. Mais j'étais passé à autre chose. Ce n'était pas la première fois qu'il disait une chose pareille. Ce n'était même pas la 10e. Il trouvait toujours le moyen de me piquer, moi ou ma fille, comme si c'était une simple plaisanterie familiale, sauf que ça ne se retournait jamais contre moi. Marc était toujours celui que ma mère soutenait. Les garçons. Il a été renvoyé de 2 universités et a quand même obtenu la signature de Carly. Marié à une femme qui méprise tout ce que je fais. Et maman se prend toujours pour la nouvelle Mary Poppins. Pendant ce temps, j'élevais ma fille seule, cumulais 3 emplois, payais le loyer jusqu'au dernier centime. Et pourtant, on parlait encore de moi comme si j'étais l'exemple à ne pas suivre. Les cours particuliers, c'était un secret, un petit geste de gentillesse envers la fille de Marc, même si sa femme avait un jour dit à ses amis, lors d'une fête d'anniversaire, que la fille de Willow avait l'air de manger de la colle. J'étais dans la cuisine quand elle l'a dit. Il n'était pas au courant. Ou peut-être qu'elle l'était et que ça lui était égal. Et voilà le fin mot de l'histoire. La vérité que je n'avais jamais dite à voix haute jusqu'à ce soir-là. J'en avais assez de me taire. Quelque chose a basculé en moi en voyant ma fille se faire toute petite. C'était la dernière fois qu'elle se sentirait rabaissée dans une pièce remplie de gens qui n'étaient rien de plus. Je n'ai rien dit de plus pendant le reste du dîner. Je les ai juste regardés, observés, pris des notes mentales. Leur confort, leur petit regard suffisant, leur monde fragile. Ils ne savaient pas ce que je savais. Ils ignoraient tout du travail que la femme de Marc avait failli perdre et pour lequel elle m'avait supplié de ne rien dire à maman. Ils ignoraient que j'avais vu la 2e facture de carte de crédit que Marc dissimulait derrière une fausse adresse email. Ils ignoraient que j'avais des reçus, de vrais reçus, pour des choses que ma mère pensait offrir à son précieux garçon, mais qui, en réalité, finançaient la passion de sa femme pour les sacs de Marc. « Ne gâchons pas le dîner », avait dit ma mère. « D'accord, je ne gâcherai pas ce dîner-là. Mais le prochain, je le réduirai en cendres. » Le lendemain matin, je n'ai même pas eu à y réfléchir. Je me suis levé tôt, j'ai préparé le petit déjeuner pour ma fille, je l'ai habillée pour l'école, et pendant qu'elle se brossait les dents, j'ai sorti la vieille boîte à chaussures du haut de mon placard. Elle était pleine de choses que j'avais gardées. Non pas parce que je comptais les utiliser, mais parce que je savais qu'un jour, je pourrais en avoir besoin. Courriels, reçus, SMS, captures d'écran, mémos vocaux, même un enregistrement de la nuit où la femme de Marc a laissé un message vocal où elle s'en prenait violemment à ma mère, la traitant de vieille folle prétentieuse. J'ai tout copié, rangé dans un dossier neutre. Sans étiquette, sans explication, et je ne l'ai envoyé nulle part. Pas encore. Je voulais d'abord voir combien de temps il ferait comme si de rien n'était. Une semaine passa. Rien. Pas un mot de Marc, pas un SMS de notre mère. J'ai attendu. Vendredi, j'ai appelé maman sous prétexte de lui demander si elle serait libre de garder les enfants le mois prochain. Elle a répondu qu'elle serait peut-être trop occupée à aider la femme de Marc à choisir un spa pour son week-end de détente. Bien sûr. Le lendemain soir, je dînais avec une amie qui travaillait à temps partiel à l'école où allait Caleb, le fils de Marc. Comme ça, en buvant un verre de vin, j'ai mentionné, l'air de rien, que c'était bizarre qu'un certain programme de soutien scolaire envoie des factures à mon nom. Elle avait l'air perplexe. Puis elle a dit quelque chose qui a tout éclairé. Apparemment, l'école pensait que j'étais la référente pédagogique de Caleb.
Mon nom figurait sur une liste de contacts internes pour les parents. Marc m'avait inscrite comme tutrice principale pour les cours particuliers sans m'en informer et supposait que je continuerais à payer. J'ai souri tout le long du chemin du retour. Il croyait jouer à un jeu dont j'ignorais les règles, alors j'ai changé la donne. J'ai commencé discrètement. J'ai dit à ma mère que j'avais des difficultés financières et que je devais résilier l'assurance auto que je payais encore. Oui, celle qui couvrait aussi la voiture de Marc. Elle a été surprise. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais rien dit. J'ai répondu que je ne pensais pas que cela l'intéresserait. Puis, j'ai glissé dans la conversation que Marc et sa femme devraient peut-être commencer à payer leurs propres factures, maintenant qu'ils formaient un couple si prospère. C'était la première étincelle. La suivante est arrivée 3 jours plus tard. Ma mère m'a rappelé. Elle m'a dit que Marc était stressé ces derniers temps. Elle a ajouté qu'elle n'appréciait pas la façon dont sa femme l'avait sèchement remise à sa place lorsqu'elle avait évoqué le babysitting. Je me suis contenté d'écouter. Je glissais un petit « de temps en temps. Le silence s'estompa de son côté. Le dîner suivant était un anniversaire. Une grande réunion. Tout le monde était là, même les cousins éloignés. Et c'est là que j'ai agi. J'ai amené ma fille comme d'habitude. Elle portait sa petite robe jaune préférée, et je l'ai laissé apporter son carnet de croquis. Mais cette fois, je me suis assise plus près de ma mère. Je voulais qu'elle voie la gentillesse de ma fille, sa concentration, sa douceur. La femme de Marc est arrivée avec 40 minutes de retard, vêtue d'un blazer à paillettes, et a dit au serveur qu'elle voulait de l'eau gazeuse à température ambiante. Sinon rien. Marc avait l'air fatigué, loin de son air suffisant habituel. Je l'ai vu avant même d'avoir ouvert la bouche. Et puis, j'ai glissé le dossier directement dans ses mains sous la table. Sans prévenir, j'ai juste dit « Tu devrais peut-être lire ça quand tu seras seul ». Il n'a même pas levé les yeux, il a juste hoché lentement la tête. Je m'attendais à de la rage. Au lieu de cela, j'ai eu de la peur. Je n'étais plus l'échec. J'étais la menace, et ils le savaient tous. Je pensais que le dossier l'effrayerait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le brise. Marc ne l'a pas ouvert cette nuit-là. Je le sais parce qu'il m'a appelé à 2h17 du matin et m'a posé une seule question. « Pourquoi as-tu tout ça ?»« Pas. Qu'est-ce que c'est ?»« Pas. Depuis combien de temps ?»« Pas. Où l'as-tu trouvé ?» C'était inattendu. Je lui ai dit la vérité. J'ai répondu, parce que personne ne m'écoutait jamais quand je parlais. Parce qu'à chaque fois que j'essayais d'expliquer quelque chose, maman disait que j'exagérais. Parce que ta femme pensait que j'étais stupide. Et parce que les gens comme ça oublient toujours une chose, c'est généralement le plus discret qui écoute. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas menacé. Il est juste resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit quelque chose qui m'a complètement pris au dépourvu, elle me ment aussi. Je ne m'y attendais pas. Il est venu le lendemain, pendant que ma fille était à l'école. Sans prévenir, il est arrivé comme ça, l'air d'avoir passé une nuit blanche. Il avait apporté le dossier non ouvert. Il a dit qu'il n'arrivait pas encore à se résoudre à le lire, qu'il se sentait déjà assez mal. Il m'a alors avoué que sa femme interceptait le courrier, qu'elle gérait les comptes, et qu'il n'avait pas vu les relevés de cartes de crédit complets depuis des mois. Il pensait que les cours particuliers étaient pris en charge par une bourse. Il pensait que le crédit-bail de la voiture était presque remboursé. Il pensait que sa mère était au courant de tout. Rien de tout cela n'était vrai. Et voici ce qui me donne encore la nausée. Il m'a demandé si je pensais que sa mère le détesterait si elle apprenait la vérité. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Marc n'était pas seulement gâté. Il avait peur. Il avait bâti toute sa vie sur le fait d'être le préféré, et maintenant, tout s'écroulait. Il ne savait plus qui il était sans cela. Je ne l'ai pas réconforté. Ce n'était pas nécessaire. La même semaine, sa femme a fait une bêtise, une chose audacieuse. Elle est allée voir ma mère et lui a demandé plus d'argent. Sans détour. Elle a dit que Marc était débordé et avait besoin d'aide. Elle a utilisé des expressions comme « obligation familiale » et « sacrifice ». Ma mère m'a appelé après. Sa voix était différente, plus tendue. Elle m'a demandé pourquoi les factures de cours particuliers de Marc étaient à mon nom, pourquoi le renouvellement du contrat de location de la voiture était arrivé à son adresse et non à la sienne. Pourquoi il y avait des avis de retard qu'elle n'avait jamais vus. Je lui ai dit que j'avais des documents. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas accusé. J'ai simplement dit que j'en avais assez de réparer les dégâts sans que personne ne me remercie. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit qu'elle avait besoin de temps. L'inattendu est survenu 2 jours plus tard. Ma mère est arrivée chez moi à l'improviste. Elle n'était pas seule.
Marc était avec elle. Sa femme, non. Elle s'est assise sur mon canapé et m'a demandé de tout lui montrer. Absolument tout. Les emails, les reçus, les messages, l'enregistrement. Je l'ai regardé lire, son visage se transformant à chaque ligne. Je l'ai vu enfin découvrir l'image de son enfant chéri qu'elle ne s'était jamais autorisée à imaginer. Marc fixait le sol pendant tout ce temps. Quand ce fut terminé, ma mère n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste dit quelque chose qui m'a fait trembler. Il faut que je lui parle. Et après ça, les choses allaient changer. J'ai acquiescé, car je le savais déjà. Et pour la première fois, j'ai compris que ce n'était plus seulement une question de vengeance. Quelque chose de plus profond avait commencé. Quelque chose que nous ne pouvions plus arrêter. Les conséquences n'ont pas éclaté comme des feux d'artifice. Elles ont commencé par le silence. 3 jours se sont écoulés sans un mot de la femme de Marc, ce qui était étrange, car elle était du genre à envoyer des textos interminables pour une place de parking. Puis, le 4e jour, elle est passée à l'action. Elle a publié un long message décousu sur Facebook, parlant de trahison, de proches jaloux et de la façon dont certaines personnes font semblant d'aider votre famille tout en complotant secrètement contre vous. Elle n'a cité personne, mais tout le monde savait. C'était censé la faire passer pour une victime. Mais voilà le problème. Quand on a passé des années à traiter les gens comme des moins que rien, personne ne se précipite pour vous défendre quand vous criez à l'injustice. Les commentaires n'étaient pas ceux qu'elle attendait. Un de ses cousins lui a demandé si c'était à cause de l'histoire de la carte de crédit. Un autre vieil ami du lycée a commenté. C'est peut-être le karma. La publication a disparu 1 heure plus tard. Marc m'a appelé le lendemain matin. Elle m'a dit qu'elle avait pété les plombs en voyant les réactions. Elle lui a hurlé dessus parce qu'il ne la soutenait pas. Elle a exigé qu'il coupe les ponts avec moi. Elle a menacé de partir et d'emmener Caleb avec elle. C'est là que quelque chose a craqué. Pas en elle, en lui. Il lui a dit d'y aller. Il lui a dit de partir. Elle ne l'a pas fait. Pas tout de suite. Elle a essayé de le manipuler comme toujours, avec la culpabilité, le silence, ce petit ton suffisant qu'elle prenait quand elle pensait avoir le dessus. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Il a passé quelques nuits chez maman avec Caleb. Maman n'a rien demandé. Elle les a accueillis comme si de rien n'était. C'est ce qui m'a le plus surpris. Pendant des années, elle avait refusé de voir le moindre défaut en lui, même quand c'était flagrant. Mais maintenant, elle était silencieuse, vigilante, et pour une fois, elle avait compris la réalité. Puis vint le coup de grâce. Marc a vérifié leur compte joint et s'est rendu compte qu'elle avait discrètement transféré de l'argent pendant des mois. Une partie sur un compte à son nom de jeune fille. Une partie de l'argent a été déposée sur un compte PayPal dont elle n'avait jamais parlé. Il m'a demandé conseil et je lui ai dit la vérité. Elle pensait que tu ne t'en apercevrais jamais, car tu n'en avais jamais eu besoin. Ça m'a blessé, mais il avait besoin de l'entendre. 2 semaines plus tard, il a demandé la séparation. Il a emménagé dans la chambre d'amis chez sa mère avec Caleb à temps plein. Sa femme, furieuse, m'a envoyé un SMS à 2 heures du matin, me traitant de parasite, de briseuse de ménage et de matriarche en herbe. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai transférée à Marc. Il n'a rien dit. Mais le lendemain, il m'a envoyé une photo de Caleb en train de manger des céréales à la table de sa mère, tout sourire. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que le cycle infernal allait enfin se briser. Sa femme n'a pas lâché prise pour autant, et je n'en avais pas fini. Car il y avait encore une chose que je n'avais pas dite à Marc. Quelque chose qu'il ignorait même que je savais. Je n'avais pas prévu de m'impliquer davantage. Honnêtement, je pensais que c'était terminé. Marc était parti. A était en sécurité. Maman avait enfin enlevé son bandeau. Mais soudain, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais vu des mois auparavant, bien avant que tout ne commence à dérailler. C'était lors d'un de ces barbecues familiaux gênants. Ma fille avait renversé du jus et je suis parti à la recherche d'essuie-tout. Je me suis retrouvé dans la salle de bain des invités de Marc, qui servait aussi de coiffeuse à sa femme. Le tiroir du bas ne fermait pas correctement. Et quand je l'ai ouvert pour le réparer, j'ai vu l'enveloppe, une seule, sans étiquette. La curiosité a été la plus forte. À l'intérieur, il y avait des reçus, des dizaines, pour des vêtements, des appareils électroniques, même un rendez-vous chez le coiffeur à $600. Rien d'inhabituel jusqu'à ce que je remarque l'adresse de facturation. Les paiements étaient effectués au nom de ma mère. Un numéro de compte différent, le même nom. Une deuxième carte, probablement à l'insu de ma mère. J'en ai pris une en photo, une seule. Je ne savais pas ce que cela signifiait à l'époque,
mais maintenant je le savais exactement. Je l'ai montré à maman. Elle est restée silencieuse, a sorti son relevé de carte de crédit et a feuilleté les derniers relevés. Aucun relevé ne correspondait aux dépenses, ce qui signifiait que le compte était toujours actif, mais caché. Nous avons appelé la banque ensemble. La femme au téléphone l'a confirmé. Une deuxième carte avait été émise au nom de maman il y a 2 ans, envoyée chez Marc, activée et utilisée régulièrement. Ma mère y ignorait même son existence. Elle s'est figée. Puis elle a remercié la femme et a raccroché. Je ne l'avais jamais vue aussi immobile. Elle est restée assise là, fixant le sol, comme paralysée. Puis elle s'est levée, a pris ses clés et m'a dit de rester avec Caleb. Elle ne m'a pas dit où elle allait, mais je le savais. 1 heure plus tard, elle m'a envoyé un texto. Juste, carte annulée. Elle est partie. Ce soir-là, Marc est rentré avec Caleb après l'avoir emmené au parc. Les affaires de sa femme avaient disparu. Pas toutes, mais suffisamment pour comprendre qu'elle ne comptait pas rester. Il y avait un mot sur le comptoir, avec une seule phrase. « Tu as gagné. J'espère que ça en valait la peine. » Marc n'y a même pas touché. Il a simplement ramassé, plié et jeté à la poubelle. Plus tard, il m'a dit qu'elle n'avait pas pris les affaires de Caleb, pas même son sac à dos. Cela en disait long. J'ai cru qu'il allait s'effondrer, que la culpabilité, le poids de tout cela, allait le submerger. Mais quelque chose a changé en lui. Pour la première fois depuis l'enfance, je l'ai vu se manifester, pas seulement physiquement. Il a commencé à s'intéresser au trajet pour l'école, aux devoirs, aux habitudes de sommeil de Caleb. Et un soir, après le dîner, il m'a demandé si je pouvais l'aider à se reconstruire. Pas seulement avec Caleb, mais aussi avec moi, sa mère, et avec lui-même. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai regardé Caleb, assis par terre avec ma fille, et j'ai vu quelque chose d'étrange. Il riait. Vraiment. Et pour la première fois, elle riait aussi. Peut-être que ce n'était plus une question de vengeance. Peut-être que ça ne l'avait jamais été. Mais il me restait encore une chose à faire, car quelqu'un d'autre méritait de connaître la vérité. Et elle allait enfin l'entendre. Elle était partie, mais pas assez loin pour que je puisse laisser les choses en suspens. La femme de Marc avait fait ses valises, pris son ordinateur portable, laissé un mot et disparu chez sa cousine, à 2 états de là. Pas de procédure de garde, pas de véritable adieu à Caleb, juste le silence. Au début, j'ai cru que c'était la fin. Mais je me suis souvenu de quelqu'un qui n'avait pas encore vu la vérité. Quelqu'un qui pensait encore que sa fille était incomprise et avait épousé un homme issu d'une famille dysfonctionnelle. Sa mère. Cette femme m'avait dit un jour, autour d'une tarte de Noël, que je devrais être plus accessible car sa fille avait du mal à comprendre les mères célibataires. Elle m'avait offert un livre pour Noël intitulé « Gérer son budget pour les femmes qui veulent plus ». Elle disait que ça avait changé la vie de sa fille. Elle ne s'était jamais demandé comment sa fille pouvait maintenir ce train de vie. Les soins de luxe, les escapades au spa en milieu de semaine, les sacs de créateurs. Elle supposait sans doute que c'était grâce à son dur labeur ou au salaire généreux de Marc. Elle ignorait tout de ma mère, la belle-mère de sa fille, qui payait sans le savoir avec une carte de crédit volée à son nom. Alors, j'ai tout imprimé soigneusement. J'ai ajouté les captures d'écran, les reçus, même l'historique des factures du centre de soutien scolaire. J'ai mis le tout dans une simple enveloppe brune et je la lui ai envoyé directement. Sans adresse de retour, sans mots. Ce n'était pas pour moi. C'était pour la prochaine fois qu'elle dirait que sa fille était trop sensible pour rester mariée à quelqu'un comme Marc. 2 semaines passèrent. Je n'eus aucune nouvelle, mais je savais qu'elle avait reçu le document. Je le savais parce que la femme de Marc l'appela en hurlant, exigeant de savoir si j'avais envoyé quoi que ce soit à sa mère. Elle disait que je détruisais son soutien, que sa propre mère se demandait maintenant si elle avait menti sur toute la ligne. Il avait raison de s'inquiéter. Marc lui répondit simplement, « Je crois que tu l'as bien cherché. » Et il raccrocha. Après cela, les choses s'enchaînèrent très vite. Elle cessa de m'envoyer des SMS. Son avocat contacta Marc. Elle a accepté de lui confier la garde exclusive en échange de son abandon des poursuites concernant la carte. Marc n'a même pas bronché. Il a simplement dit qu'il voulait que Caleb vive dans un foyer stable. Et voici le plus inattendu, il a vraiment commencé à changer. Il a cessé d'attendre que maman fasse le ménage derrière lui. Il a trouvé un 2e emploi de freelance en informatique. Il a commencé à gérer lui-même les communications scolaires de Caleb. Il s'est excusé auprès de moi à nouveau, sans fleurs ni grands discours, simplement en étant présent régulièrement. Il a proposé de payer la moitié des cours particuliers.
Il a dit qu'il voulait aller chercher Caleb à l'école 2 fois par semaine. Il a dit qu'il ne voulait plus être celui qu'on avait besoin de sauver. Je lui ai dit, tant mieux, parce que plus personne ne le fera pour toi. Et maman, elle aussi, a changé. Elle a commencé à remarquer des choses qu'elle avait l'habitude d'excuser. Comme avant, elle ne voulait pas s'impliquer. Elle s'est excusée aussi, maladroitement. Une semaine, elle m'a fait les courses, puis m'a tendu un chèque pour ce qu'elle me devait probablement depuis des années. Je ne l'ai pas encaissé, mais je l'ai gardé. L'atmosphère de la maison a changé. Certains soirs, Caleb et ma fille s'endorment sur le canapé devant des dessins animés, têtes appuyées l'une contre l'autre. D'autres soirs, nous dînons ensemble, différemment, sans cette rigidité et ces politesses, mais de façon authentique, en riant, en discutant, sans faux semblant. La semaine dernière, ma fille a fait un dessin. 4 personnes, main dans la main. Moi, elle, Marc et Caleb. Les mots « Voici la famille » écrits en lettres tremblantes mais soignées, en haut. Ce soir-là, j'ai finalement jeté le classeur et je l'ai brûlé dans le jardin. Non pas pour effacer le dessin, mais parce que je n'en avais plus besoin. Quant à Marc, ce même frère qui autrefois regardait ma fille et se moquait de son intelligence, il l'aide maintenant avec ses devoirs de science. Et quand elle a la bonne réponse, il lui dit simplement « Tu es bien plus doué que je ne l'étais à ton âge. » Et il le pense vraiment.